d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 27 août. Plus de 50 martyrs et des dizaines de blessés, l'entité sioniste poursuit son génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pour le 691e jour consécutif. Encerclement, destruction et pillage. Les forces de l'entité sioniste multiplient les agressions dans plusieurs villes de la Cisjordanie occupée et procèdent à de nombreuses arrestations. 6 militaires syriens sont tombés en martyrs dans une frappe de l'entité sioniste survenue près de Damas. La Syrie dénonce une atteinte à son intégrité territoriale. Alger convoque le chargé d'affaires de l'ambassade de France suite au communiqué rendu public par la représentation diplomatique française au sujet de l'accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Et puis l'instabilité du marché financier en France, pointée du doigt par le Wall Street Journal, évoquant une crise économique et politique. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit pour le 691e jour consécutif. Plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce mercredi dans des bombardements sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 76 martyrs et 298 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, le bilan des victimes du génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza s'élève depuis le 7 octobre 2023 à 62 895 martyrs et 158 927 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Raids aériens et terrestres, les forces de l'entité sioniste ont poursuivi leur agression sur l'ensemble de la bande de Gaza. Elles ont ciblé notamment les tentes de déplacés aussi bien à Jabalia au nord qu'à Khan Younes au sud, mais aussi les centres de distribution des aides humanitaires dans la ville de Gaza. Le point de la situation avec Kherdin Battash. Une hécatombe. Le mot paraît même trop faible face à l'ampleur des massacres commis par l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens au 691e jour d'une agression génocidaire au relent d'épuration ethnique. Du nord au sud en passant par Azaville, aucune zone n'échappe aux bombardements sionistes qui, quotidiennement, arrachent les Palestiniens à un semblant de sommeil pour les replonger dans le cauchemar des exactions. 37 martyrs palestiniens ont été signalés depuis les premières lueurs d'un mercredi comme les autres. Khan Younes, au sud, n'aura pour seul lot de consolation que celui d'avoir livré le plus important cortège de martyrs de la journée, avec pas moins de 14 Palestiniens tués lors de bombardements distincts, dont une femme et un enfant. Au centre de l'enclave, Haïdaraj déplore quant à lui 2 martyrs lorsque l'artillerie de l'occupation bombarda une maison familiale, celle des Bayad. Ce récit noir se poursuit tout au long de la journée pour atteindre le nord. La région de Jabalia Nazla ne manque pas à l'appel du manifeste de la mort. Plusieurs victimes au crédit de la machine de guerre sioniste. Cette fois, elle prendra la forme de quadricoptères qui bombardent sans broncher les alentours de l'école Halima Sadia, tandis que d'autres forces armées s'attellent à souffler littéralement des carrés d'habitation. En fin de journée, on notera des bombardements signalés au niveau du périmètre de la faculté Tel El-Hawa, d'une maison située au camp de Nusayrat 2, sans oublier un regroupement de civils près d'un point de distribution des aides alimentaires au quartier Salah ad-Din, dans la vallée de Raza. Bilan 1 martyr et plusieurs blessés. Une véritable tragédie se déroule autour de la ville de Gaza que l'entité sioniste semble déterminée à réoccuper entièrement malgré les multiples mises en garde contre une telle mesure. Gazaville où près d'1 million de Palestiniens se retrouvent pris au piège. Ils doivent choisir entre survivre au bombardement incessant ou fuir vers l'inconnu.
Nous sommes en danger, nous sommes venus ici pour trouver refuge, mais les bombardements sont proches et nous sommes touchés par des éclats d'obus. Nous avons été déplacés du quartier de Zerka à Jabalia. Après la destruction de notre troisième maison, une nuit, sans préavis, d'énormes robots ont fait exploser notre quartier. Des éclats d'obus sont tombés sur nous et nos enfants. C'était terrifiant, inimaginable. L'Algérie a appelé ce mercredi le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses missions et en mettant fin aux souffrances endurées par le peuple palestinien, particulièrement dans la bande de Gaza, et réitérer la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu immédiat. Un appel lancé par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors de la réunion d'information mensuelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Le Conseil doit agir pour imposer un cessez-le-feu et protéger et sauver la vie des innocents. Il doit agir pour garantir un accès humanitaire sans entrave, à grande échelle. Il doit agir pour nourrir tous ceux qui meurent de faim, faire cesser la famine. Si le Conseil échoue à agir, il est complice. S'il tarde à agir, c'est qu'il accepte cette honte. Oui, cette honte. Arrêter un génocide, ça n'est pas une option, c'est une obligation. Ammar Benjama, qui a par ailleurs dénoncé l'assassinat délibéré par l'entité sioniste des journalistes palestiniens à Gaza. Le dernier est survenu il y a 2 jours. Lundi dernier, avant-hier, à l'hôpital de Nasser, 5 journalistes de plus ont été tués, assassinés. Parmi eux, Mariam Aboudaka, une belle jeune femme, une mère âgée de 33 ans. Elle n'avait pour armure que son gilet de presse. Pour toute arme, elle n'avait qu'un appareil photo. Par ailleurs, et de son côté, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a fermement ce mercredi dénoncé donc, le bombardement de l'entité sioniste ayant visé l'hôpital Nasser à Khan Younes au sud de la bande de Gaza, et il y a 2 jours, ayant fait plus de 20 martyrs, dont 5 journalistes, le qualifiant de crime injustifiable. Je voudrais également profiter de cette occasion pour dire que nous condamnons le meurtre injustifiable de journalistes à Gaza, une attaque inacceptable contre la liberté de la presse et contre tous ceux qui risquent courageusement leur vie pour rendre compte de la tragédie de la guerre. En Cisjordanie occupée, la ville de Naplouse a été prise d'assaut ce mercredi par les forces de l'entité sioniste qui ont fait au moins 80 blessés, notamment dans le quartier de la vieille ville qui abrite quelques 30 000 citoyens palestiniens. Les forces de l'entité sioniste ne se contentent pas uniquement de déloger, d'arrêter et de tirer sur les Palestiniens. Ils pillent également leur argent. Hier, l'équivalent de 400 000 € ont été volés par les forces de l'entité sioniste lors d'une prise d'assaut à Ramallah, en Cisjordanie occupée, ciblant notamment un bureau de change et au cours de laquelle des dizaines de Palestiniens ont été blessés. Tinhine Al-Makassi. La politique de dépossession et de répression contre le peuple palestinien n'a plus aucune limite. Mardi, les forces d'occupation sionistes ont exproprié un bureau de change palestinien en emportant près de 400 000 €. L'argument avancé par l'entité sioniste pour justifier cette opération illégale est bien sûr la lutte contre, ouvrant bien les guillemets, le terrorisme. Autrement dit, la lutte contre la résistance palestinienne. Cette opération illustre parfaitement la stratégie systémique de l'entité sioniste de voler sans vergogne les ressources palestiniennes, argent, terre, eau, tout en bafouant les droits fondamentaux des peuples palestiniens et le droit international. Ce pillage économique s'accompagne d'une répression brutale sans aucune frontière morale.
Depuis plusieurs années, plus encore depuis le début du génocide à Gaza, les Palestiniens subissent une politique de ségrégation raciale et d'apartheid dont l'objectif ultime est l'épuration ethnique. L'entité sioniste confisque des milliers d'hectares en Cisjordanie occupée, notamment dans la vallée du Jourdain, pour étendre des colonies illégales. Cette politique raciale se manifeste également par des checkpoints permanents et des restrictions de circulation, en particulier autour d'El-Quds. Les Palestiniens voient leurs puits d'eau sabotés et leurs terres agricoles saisies, comme par exemple un Nabi Saleh. À cela s'ajoute la menace constante pesant sur les lieux saints musulmans, notamment le Haram al-Sharif, symbole majeur de la foi et de l'identité palestinienne. Ces attaques s'inscrivent dans un plan vaste d'éradication culturelle et démographique des Palestiniens. Cette escalade traduit une logique coloniale profonde où l'entité sioniste exerce une domination totale, fondée sur la dépossession et le contrôle systémique du peuple palestinien. Ce n'est pas seulement une question d'opération militaire ponctuelle, comme affirmé dans le récit occidental et sioniste, mais de l'expression d'un projet politique visant à consolider une suprématie territoriale, économique et culturelle pour l'occupant à l'encontre du peuple palestinien. Et pour évoquer ces développements, nous avons avec nous en direct Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa située à Al-Quds occupée. Amjad Chihab, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. Alors on assiste, on l'a vu, à une escalade en Cisjordanie occupée. Hier à Ramallah et Al-Birar, aujourd'hui Naplouse. Quel est l'objectif des prises d'assaut de ces villes par les forces de l'occupation sioniste ? L'objectif, il y a une stratégie qui est plus large qu'avant. Ils voulaient changer l'histoire, ils voulaient changer la démographie, ils voulaient changer la géographie, ils voulaient changer aussi même la façon de pratiquer la religion. Ils voulaient changer même les systèmes d'éducation complètement. Ça, c'est ce qu'il a promis Netanyahou. Il voulait pousser les gens à partir du territoire de Cisjordanie. La situation économique se dégrade et l'incursion de l'armée devient de façon plus accélérée qu'avant. Destruction de maisons. On parle aujourd'hui en Cisjordanie, il y a à peu près 80 000 qui ont perdu leur maison à Jenin, à Tel-Karim. Et ils vont élargir l'opération qui va inclure d'autres villes comme Naples, Hébron, aujourd'hui, on l'a vu, oui. Ramallah, la capitale. Amjad Chihab, on assiste également à une accélération de l'expansion des colonies en territoire palestinien avec de nouveaux projets annoncés. Malgré les multiples condamnations internationales, cela n'a pas l'air de dissuader de toute façon l'occupation sioniste. Cette escalade intervient aussi à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies, lors de laquelle plusieurs pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'État de Palestine. Cela explique-t-il la frénésie de l'entité sioniste ? Au contraire. Les Nations Unies aujourd'hui fait rire les responsables politiques israéliens parce qu'ils sont incapables de faire des sanctions, de prendre des mesures. Les sanctions selon le droit international, ça commence par des sanctions diplomatiques, couper les relations diplomatiques avec un État qui est hors la loi, un État qui incarne le terrorisme, État qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et ils étaient incapables de faire ça jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas en sérieux toutes les réunions, les résolutions qui sont sorties des Nations Unies. On parle de 800 résolutions de l'Assemblée générale, on parle d'une cinquantaine de résolutions de Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune résolution n'a été appliquée. Résolution toujours bafouée en toute impunité, on l'aura compris, Amjad Chihab. Il n'y en a pas une volonté politique de faire quelque chose. Il n'y a pas un travail collectif de stopper Israël. On a vu tout à l'heure le Premier ministre italien incarne une hypocrisie totale de la politique européenne, parce que franchement, condamner et faire des déclarations sont suivies par des procédures, des mesures sérieuses
contre Israël n'a aucune valeur. C'est toutes ces déclarations, toute cette hypocrisie par rapport à toutes les manifestations populaires dans la rue. Il y a un fossé entre la position politique exécutive et les déclarations vides de toute mesure contre tous ces crimes. Amjad Chehab, je vous remercie pour votre analyse. Amjad Chehab, qui est professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa, située à Al-Quds occupée. Dans l'actualité également, 6 militaires syriens sont tombés en martyrs dans une frappe de l'entité sioniste survenue hier près de Damas. Le raid a visé la région de Keswa, à l'ouest de la capitale. Selon le ministère syrien de la Défense, un drone sioniste a visé l'un des bâtiments militaires de la 44e division de l'armée syrienne. Plus tôt hier, un homme est tombé en martyr dans une frappe sioniste sur une maison du village de Tarnaja, dans le sud du pays. La Syrie a condamné ce mercredi les frappes de l'entité sioniste près de la capitale Damas, dénonçant une atteinte à son intégrité territoriale et une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Dans le dossier nucléaire iranien, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a annoncé que des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique étaient de retour en Iran. Il s'agit de la première équipe à y retourner depuis la suspension au début de juillet par Téhéran de sa coopération avec l'organisme onusien à la suite de l'agression de l'entité sioniste. La première équipe d'inspecteurs de l'AIEA est désormais de retour en Iran et nous sommes sur le point de reprendre nos activités. Bien sûr, comme vous le savez, en ce qui concerne l'Iran, de nombreuses installations ont été attaquées, d'autres non. Nous discutons donc des modalités pratiques qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter la reprise de nos activités sur place. Dans l'actualité également, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi à Alger son homologue sahraoui, Mohamed Yeslem Baïsat. Les deux ministres ont abordé les développements de la question du Sahara occidental sur le plan diplomatique, à la lumière du rapport récemment publié par le secrétaire général des Nations Unies et actuellement soumis à l'Assemblée générale. L'accent a été mis dans ce cadre sur l'appui des efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel, des efforts visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination conformément aux résolutions de la légalité internationale. Et je vous le disais en titre, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué ce mercredi au siège du ministère des Affaires étrangères par le directeur général du protocole. Le ministère algérien des Affaires étrangères a précisé que cette convocation intervenait suite au communiqué rendu public par la représentation diplomatique française au sujet de l'accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Du point de vue de la forme, cette manière d'agir de l'ambassade n'est pas tolérable, en ce qu'elle viole l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Du point de vue du fond, elle a été rappelée aux diplomates français qu'il était personnellement le mieux informé des tenants et aboutissants de cette situation. En effet, la non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie est intervenue bien après une décision française similaire et après épuisement, à l'initiative de la partie algérienne, de toutes les possibilités de règlement de ce différend à la satisfaction des deux pays. Il s'agissait là, ni plus ni moins, que de l'application stricte du principe de réciprocité. C'est le gouvernement français qui a été l'origine depuis plus de 2 ans du refus d'accréditation de chefs de poste et d'agents consulaires algériens en France. En conséquence de cette situation, 3 consuls généraux et 6 consuls algériens n'ont pas reçu leur accréditation sollicitée depuis plus de 6 mois. De même, 46 agents diplomatiques et consulaires algériens n'ont pu rejoindre leur lieu d'affectation en France du fait du silence observé par la partie française quant à leur demande d'accréditation.
L'Algérie a déclaré la guerre au terrorisme routier. Une panoplie de mesures aussi bien techniques que législatives ont été prises hier lors d'une réunion présidée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et consacrée au secteur du transport. En somme, il a été décidé de renouveler le parc de transport public tout en durcissant les contrôles routiers. Mohamed Ouali Belchaban. Dans une volonté affirmée d'améliorer le rendement du secteur des transports et de renforcer la sécurité routière en Algérie, l'Algérie s'oriente vers une nouvelle approche en matière d'exploitation via des réformes ambitieuses en vue d'améliorer le rendement de ce secteur, véritable plaque tournante de la vie socio-économique. Des décisions prises par le président Abdelmadjid Tebboune vont dans le sens d'un nivellement par le haut de la vision algérienne du transport routier. Plusieurs mesures urgentes et structurantes ont été prises. Parmi les décisions les plus marquantes figure l'importation immédiate de 10 000 autobus neufs destinés au transport de voyageurs. Cette initiative vise à renouveler et moderniser un parc vieillissant devenu source d'inquiétude du fait de son manque de fiabilité et son impact sur la sécurité des usagers, tout en améliorant le rendement global du secteur des transports, tant en matière de qualité de service que d'efficacité opérationnelle. Autre mesure phare, l'importation massive et immédiate de pneumatiques pour tout type de véhicules afin de faire face à la pénurie constatée sur le marché national, d'améliorer la sécurité routière et de répondre à la demande croissante des professionnels du transport. Le chef de l'État algérien a également mis en avant la nécessité d'adopter une vision intégrée et moderne du transport avec une meilleure coordination entre les différents modes de mobilité, la réhabilitation des infrastructures existantes et le renforcement du contrôle technique des véhicules. Ces mesures et bien d'autres traduisent une volonté politique claire, faire du secteur des transports l'un des piliers de la relance économique et un vecteur de sécurité pour les citoyens. Coopération, l'Algérie prend part à la 62e édition de la Foire internationale de Damas, dont l'ouverture s'est faite ce mercredi dans la capitale syrienne, et ce dans le cadre des efforts visant à conforter la présence des produits nationaux sur les marchés régionaux et internationaux. Je vous en parlais en titre, un éditorial du Wall Street Journal a pointé du doigt le désastre français qui s'annonce, en l'occurrence la crise économique et politique qui inquiète les investisseurs. Le prestigieux quotidien économique américain faisant référence au vote de confiance prévu le 8 septembre et demandé par le Premier ministre français François Bayrou, annonçant une rentrée agitée. La surtaxe douanière des États-Unis sur les produits indiens passe à 50% ce mercredi. La menace brandie par Donald Trump est désormais mise à exécution. C'est le prix à payer pour l'Inde si elle veut continuer à acheter du pétrole russe. Safwan Ben Sabri. Assiste-t-on à une crise entre New Delhi et Washington? Dans sa guerre commerciale engagée par les États-Unis sur plusieurs fronts déjà, c'est au tour de l'Inde de subir le courroux de Donald Trump. Les États-Unis ont doublé les droits de douane des produits importés aux États-Unis en provenance de l'Inde, passant de 25 à 50%. Ce nouveau barème est entré en vigueur mercredi 27 août. Cette hausse vient jeter un froid dans les relations indo-américaines pourtant habituellement bonnes. C'est une réponse à l'achat par l'Inde de pétrole russe, alors que celui-ci est sous sanctions occidentales. Cette nouvelle hausse touche les importations indiennes qui s'élèvent à 48,2 milliards de dollars. Malgré les négociations bilatérales, aucun compromis n'a été trouvé entre Washington et New Delhi. Pour l'Inde, l'approvisionnement en hydrocarbures russes, qui plus est bon marché, est une question de première importance. Les raffineries indiennes ont connu un regain d'activité depuis le début du conflit en Ukraine. L'approvisionnement en pétrole russe, c'est une opportunité pour le gouvernement indien. La détérioration des relations entre les deux pays met un frein aux efforts de l'administration Trump de former un containment autour de la Chine, dont le grand rival régional est justement New Delhi. Indirectement, Washington pousse ainsi au rapprochement entre les différents blocs non occidentaux, la Chine étant déjà un partenaire primordial de la Russie au détriment de l'Occident.
Narendra Modi, lui, maintient le cap face à Trump. Lors d'une prise de parole, il a appelé les Indiens à soutenir le Made in India de façon à être moins dépendante de l'extérieur, sans céder aux intérêts étrangers, ajoute le Premier ministre indien. Voilà, et puis nous venons d'apprendre que tous les membres du Conseil de sécurité, à l'exception des États-Unis, viennent de rendre public un communiqué commun dans lequel ils ont exprimé leur inquiétude, leur profonde inquiétude par rapport à la situation de famine qui sévit dans la bande de Gaza, appelant à la fin de cette situation et au respect du droit international. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site 24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.